benchmark within Europe. And we've been working with ESG since at least 10 years now. And what we've noticed over the past couple of years is that ESG is becoming mainstream. Essentially, 5 or 10 years ago, it was mainly a niche investment for some green people, or tree huggers as we used to call them. And now, with what we are seeing from a regulatory perspective, we are seeing the work groups within the European Commission, we're seeing all the task forces being set up around the world. ESG is becoming mainstream. And it's also from an investment perspective where ESG is becoming mainstream. Within the US, $1 in $4 that is invested is going into some form of ESG investment. So as an index provider, we have to reflect what is happening in the economic reality. And since we have flagship benchmarks, we wanted to not build custom solutions for one client at a time. We wanted to do something that is used in the mainstream. And essentially we found that if we look at the responsible investment policies within Europe, we found that there were 4 different categories of exclusions that are being applied. One is UN Global Compact contravention. The other is controversial weapons, which has been around for a long time. AXA kicked off the exclusion of tobacco. And obviously after COP21, thermal coal started becoming non-investable. And we found that if we exclude these 4 sets of exclusions, we actually tick the box for all of our investors from a responsible investment perspective. And then the big question comes, okay, if we take these companies out of our benchmarks, what's going to happen? Because the first question is always, okay, ESG is nice, but how much is it going to cost me? And we found out that essentially it's not going to cost you anything. We found that the performance of this new index, which we call ESGX, so X for exclusion, all of these benchmarks are performing the same, if not better. And at the same time, you're not investing or financing these kind of activities, which are now, in the current economic environment, not seen as being a part that people want to invest in anymore. So at Stocks, we've launched all of our benchmarks are now ESG compliant. So across the whole range, we've launched the ESGX. We've also launched futures on it. And when we start talking about derivatives, people always get very nervous and think that we're dealing with the devil, but we are not. The whole reason for derivative launches is that we wanted to reduce the cost of trading for ESG solutions. So if we ask an asset manager to implement an ESG compliant index, they say, well, we have to hedge it. There's a few names not there in the benchmark. It doesn't look so good. And all of a sudden they charge you a lot of money for it. And with the derivatives, we found that we can actually reduce the cost of trading for asset owners and asset managers in the tens of times. So it's not 1-2% less. It might be 50 or 60 times cheaper to trade. And this is extremely important for us because everywhere there is a cost pressure. And if we can provide solutions that is ESG compliant, which is also cost effective, and it is liquid, that is what our aim is, and that is what we have done. We've spoken a lot about what's happening in climate. Stocks has also launched the Eurostoxx 50 low carbon index, which also has futures on it. And we've also launched our climate impact indices. So across the board, we're seeing that it's not only ESG, it's not only climate. We're actually starting to see a lot of our clients and customers asking us for integrated solutions that not only looks at ESG on its own or the ES or G part, not on low carbon or not on climate, but to start building them more complex solutions that actually takes the whole scope into account. And this is something that I think we will see rolling out in the future. So ESGX for us was the first step. We can't go from nothing to 100 in one go. Then there will be no acceptance in the market. We see this as a stepwise approach. We'll start integrating ESG more, we'll start integrating climate more, because we believe that this is what the benchmarks of the future are going to look like. Je propose de passer la parole à Aurélien Barraud pour qu'il nous
dise un peu son approche, comme je disais en introduction, où il faut être pragmatique et peut-être avoir une démarche un peu scientifique sur le sujet, de quelle a été exactement la démarche et les différentes étapes pour en arriver là. Merci. Tu as dit en introduction que tous les orateurs étaient exceptionnels. Donc, en ce qui me concerne, mon exceptionnalité serait plutôt dirigée du côté de l'incompétence sur le sujet qui nous réunit ce soir, puisque en tant que physicien, je n'ai évidemment aucune expertise sur la finance. Pour autant, je peux quand même donner quelques éclairages sur la situation globale. Voilà, rassure-toi, je vais quand même tenter de dire quelque chose de signifiant. Bon, je ne vais pas bien sûr rappeler le détail de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons, simplement quand même quelques chiffres, parce qu'il faut se remettre les idées au clair, quelques chiffres qui ne sont pas de nature économique. Vous savez que dans les 40 dernières années, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre. C'est un chiffre vertigineux. Vous savez que dans un court terme, on pense qu'environ 1 million d'espèces vont péricliter. C'est du jamais vu sur cette échelle de temps, même en incluant les crises précédentes. Vous savez que 400 millions d'oiseaux ont quitté les cieux d'Europe et que les insectes sont en train de disparaître. Et pour en revenir aux préoccupations plus directement humaines, vous savez également que l'ONU annonce entre 100 et 500 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, c'est-à-dire dans extrêmement peu de temps, qu'on projette à la fin du siècle 74% des humains se trouvant soumis à des sécheresses et à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours. Et enfin, vous savez qu'en France, durant les 5 dernières années, la pollution a tué 750 fois plus que le terrorisme, ce qui n'excuse pas ce dernier, bien évidemment, mais ce qui invite à réfléchir peut-être à nos priorités en termes de sécurité et de santé publique. Alors, c'est une crise majeure, ça nous le savions déjà, je ne fais que rappeler l'évidence. Ce qui est important, bien sûr, c'est de réfléchir sur les causes. Et je crois que là, je vais peut-être infléchir un tout petit peu notre débat, parce qu'on a beaucoup parlé de réchauffement climatique, à juste titre, naturellement. On sait que la situation est grave et que les plus 1,5 degrés ne seront évidemment pas tenus. Mais je voudrais rappeler que quand bien même il n'y aurait absolument aucun réchauffement climatique, nous serions quand même dans la 6e extinction massive et que la grande majorité des faits que je viens d'énoncer n'est absolument pas due au réchauffement climatique. La première raison, c'est la pollution, c'est le déversement dans l'air, dans l'eau et dans les sols de substances nocives à des taux absolument extraordinaires. Vous savez que l'océan plastique aujourd'hui fait 3 fois la taille de la France et que sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Et puis surtout, c'est la fonte, l'atrophie, l'étiolement des espaces sauvages, des espaces de vie. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique et c'est la première cause de disparition des espèces. Le colonialisme humain, si vous voulez, cette propension que nous avons à transformer la Terre en un parking de supermarché, suffit à faire péricliter le vivant, quand bien même nous n'émettrions pas 1 gramme de CO2. Donc c'est un problème qui est très multifactoriel. Et face à l'ampleur du problème, évidemment, la solution doit l'être aussi. Alors, je n'ai pas d'idée miraculeuse, sans quoi, bien sûr, ça serait déjà connu. Il y a des ressorts politiques, il y a des ressorts économiques. Vous êtes beaucoup plus savant que moi sur ces questions. Mais il y a aussi des ressorts philosophiques que je voudrais rappeler, parce que, finalement, l'enjeu, c'est de redéfinir la nature comme n'étant plus une simple ressource, mais comme étant quelque chose qui vaut en tant que tel. Et ça, c'est un problème qui est proprement ontologique, c'est-à-dire une redéfinition de l'être du réel. Il y a aussi un ressort symbolique, parce que beaucoup de nos actions sont faites pour le regard de l'autre, en réalité, et donc en réfléchissant à ce qui est positivement, disons, méliorativement ou péjorativement connoté, nous avons un gigantesque pouvoir d'action qui ne dépend pas nécessairement des lobbies, de l'économie, du politique ou du macrocosme de façon générale. Il y a un ressort poétique, dirais-je, parce que nous sommes en demeure aujourd'hui de réinventer la grammaire du réel, qui est associée aussi à une dimension sémantique. Vous savez, quand on parle, on n'en parlera pas beaucoup ici, évidemment, mais en d'autres lieux, on parle parfois de décroissance. Décroissance, c'est pas un joli mot, mais décroissance, on pourrait l'appeler augmentation. Augmentation de l'amour, du partage, des échanges, du respect de la vie, de la pérennité du système. Évidemment, ça change tout de suite la connotation et la manière dont on perçoit le mot.
Donc moi, je voudrais vous féliciter, bien sûr, sans aucune légitimité pour ça, pour les efforts et les désirs qui sont manifestement faits ce soir. Non, mais je le dis sincèrement, hein, c'est pas ironique. Je pense que c'est facile de critiquer quand on est hors du système. Vous êtes dans le système financier pour la plupart, donc je crois que les gens ici présents font ce qu'ils peuvent pour infléchir l'avenir, et ça me semble important, souhaitable et louable. Mais en conclusion, je voudrais quand même apporter une petite, voilà, un petit bémol, puisque je suis là pour ça, c'est qu'il faut absolument qu'on garde à l'esprit que ça ne peut pas suffire. Voilà, c'est pas un problème là, éthique ou idéologique, c'est un problème mathématique. Tant qu'on reste dans la religion de la croissance, une croissance à temps constant, ça donne mathématiquement une instabilité exponentielle. Vous pouvez augmenter d'un facteur 2 l'efficacité énergétique, ça ne changera pas le problème. Vous le retardez 10 ans, c'est déjà ça de gagner, mais c'est sûr que ça ne change pas le problème. Donc ça, il faut vraiment que ça nous amène à réfléchir. Une autre façon de le dire, si vous voulez, c'est que même si l'énergie est propre, ce qui compte, c'est aussi la manière de l'utiliser. Et vous pouvez très bien dévaster la forêt amazonienne sans émettre un gramme de CO2. Mais vous avez quand même détruit la forêt amazonienne. Donc ce n'est pas seulement une question d'énergie propre, c'est une question de finalité de l'utilisation de cette énergie. Et ça, c'est extrêmement dur pour nous tous. Hein. Là, je fais absolument partie des fautifs, je n'ai aucune leçon à donner, parce que ce que ça signifie, c'est que le défi pour nous, c'est d'entièrement quand même réinventer les objectifs et pas seulement d'infléchir les moyens en restant sur la même trajectoire. Ça, il faut vraiment être totalement certain scientifiquement qu'on gagne quelques années, mais qu'on ne sauve pas l'avenir. Ce n'est pas scientifiquement possible. Donc je crois qu'on a un choix qui est très excitant finalement. Soit nous sommes les derniers dinosaures d'un monde à l'agonie, et comme chacun sait, ça se finit mal pour les dinosaures. Soit voilà, nous sommes un peu les premiers héros qui essayent de penser un futur qui ne soit pas nécessairement dans la continuité du passé. Et comprenons-nous bien, hein, moi j'ai pas peur du mot révolution, mais on peut imaginer une révolution qui n'est associée ni à la terreur, ni à la dictature. C'est ça qui est difficile. C'est une révolution où je dirais la violence serait hautement civilisée, hautement bienveillante. Voilà. Donc je ne sais pas bien comment faire, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on garde en tête cette nécessité, parce que si on est dans l'infléchissement, je crois qu'on se leurre un peu, et c'est évidemment ce qu'on a tendance à faire collectivement. Merci. Oui, moi d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité. Moi aussi je me sens un petit peu décalée par rapport à l'aéropage, mais en même temps, comme je l'ai dit, j'ai été députée dans la mandature précédente et vice-présidente de la commission des finances, et je travaillais beaucoup sur les questions de finances durables, donc je suis contente aussi de venir apporter mon point de vue. Mon point de vue, alors vous disiez qu'on était les gagnants de cette élection, je ne dirais pas du tout qu'on est les gagnants de cette élection. Sur le podium, oui, on va dire ça, mais quand on fait 13,5%, déjà, on ne considère pas qu'on est les gagnants, mais surtout, ça dit quelque chose sur l'évolution de l'opinion publique. C'est ça qui est intéressant. Ça donne de l'espoir, et ça nous donne l'obligation aussi de peser dans les décisions publiques, notamment au Parlement européen, mais j'espère aussi dans le Parlement national à la prochaine mandature. Et donc de proposer des choses. Et évidemment, nous soutiendrons le développement de la finance durable comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on le sait, la transition écologique, elle a besoin d'investissements, et d'investissements extrêmement importants. Les chiffres peuvent varier, mais c'est de l'ordre de 620 milliards d'euros par an pour atteindre les objectifs, par exemple, de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. La Fondation Nicolas Hulot parlait de 320 milliards d'euros par an, ça vous donne des ordres de grandeur. Et pour ça, on a besoin d'investissements publics, mais on a évidemment besoin aussi d'investissements privés, d'où l'importance de réorienter les flux d'investissement vers la transition écologique. Et vous disiez tout à l'heure que vous faites confiance aux entreprises et pas aux politiques pour apporter des solutions aux enjeux environnementaux. Moi, je fais confiance aux entreprises, mais je pense qu'on a quand même besoin des politiques pour mettre de la réglementation et pour changer d'échelle. Parce qu'il faut dire ça aussi, c'est que là, on a besoin de changer d'échelle en matière de finances durables et d'investissement dans la transition écologique, parce qu'on n'est pas du tout au niveau, à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux et sociaux. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, il y a aussi les enjeux sociaux au même niveau que les enjeux environnementaux. Donc nous, on soutient bien sûr le développement de la finance durable parce qu'on a besoin d'investissements dans la transition écologique, mais aussi parce que notre perception, c'est qu'aujourd'hui, le risque climatique
et environnemental, il est extrêmement sous-estimé et que c'est un facteur d'instabilité potentielle pour les marchés et pour l'économie et qui a besoin de prendre en compte de meilleure manière ce risque climatique et que ce n'est pas aujourd'hui fait à sa juste mesure. Par exemple, nous proposons qu'il y ait des stress tests carbone pour les banques. Enfin, je dis nous proposons, mais c'est d'ailleurs pas nous qui le proposons. C'est une recommandation du Comité européen du risque systémique. Et je pense qu'il faut prendre en compte ce risque carbone aujourd'hui à la hauteur où il doit l'être. Et ce que nous souhaitons, en fait, c'est d'une part, effectivement, qu'il y ait plus de normes. Alors, on a évoqué effectivement le plan d'action pour la finance durable de la Commission européenne, qui effectivement apporte une partie des solutions, je vais dire, une partie. Il y a d'abord les éléments pour normer effectivement les produits verts, avoir une taxinomie, une classification des produits verts et éviter, il faut le dire aussi, le greenwashing, et en tout cas une distorsion, on va dire, de perception sur ce qui est durable ou ce qui n'est pas. Donc, on a besoin de normes en la matière et de méthodologie. Mais, à mon avis, au-delà des normes, parce que pour l'instant, la Commission insiste beaucoup sur cet aspect-là, sur les labels européens, sur la classification, sur le reporting extra-financier, on est bien d'accord. Tout ça est souhaitable et c'est même nécessaire, mais ça ne peut être qu'un socle. Ce qu'il nous faut pour aller plus loin et changer d'échelle, c'est une incitation financière réelle à investir dans des produits durables par rapport à l'économie traditionnelle, on va dire. Et pour ça, il faut aller plus loin et à mon avis, il faut mettre en place ce qu'on appelle le facteur de soutien vert, c'est-à-dire avoir des normes prudentielles différentes pour les actifs durables. Là, peut-être on aura un effet de levier et une incitation forte à aller vers cet investissement durable en différenciation par rapport aux actifs classiques. Et moi, je pense qu'il faut même aller plus loin et réfléchir aussi à la valeur réelle des actifs carbonés aujourd'hui et avoir une dépréciation des actifs carbonés de façon à prendre en compte le long terme et le fait qu'à terme, dans une économie soutenable, ces actifs n'auront plus finalement leur place et en tout cas doivent subir une dépréciation importante. Tous ces éléments-là, je pense que c'est des incitations fortes à développer l'investissement dans les produits durables et dans les produits financiers durables et ça permettra de changer d'échelle parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. Et pour faire la transition avec le dernier intervenant, c'est également pour mieux comprendre des notions telles que Tech for Good ou finance positive et voir le lien avec ce qu'on appelle la finance verte. Et avec Thomas, justement, qui gère tout ce qui est Liberty Living Lab, de mieux comprendre un peu ces aspects et le lien entre les différentes notions. Merci Bruno. Et bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc je suis Thomas Cotinet, dirigeant de l'entreprise Liberty Living Lab. Alors 2 mots pour répondre à ta question sur qui nous sommes. Nous sommes à la fois un écosystème, donc un écosystème de la Tech for Good que je vais décrire, et puis une équipe qui accompagne des acteurs corporate, des acteurs publics dans leur transformation. Alors cet écosystème, donc 250 personnes, des startups en très grande partie, mais également des acteurs publics, des chercheurs, des designers et des corporates. Et le point commun entre tout ce petit monde, c'est de porter des projets entrepreneuriaux, d'innovation technologique, qui sont tous orientés sur des défis de société, des défis de politique publique, et notamment ceux de la finance positive. Donc notre vision, en fait, c'est de contribuer à la résolution de problèmes de société à grande échelle, grâce à la technologie, grâce à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un écosystème. Nous avons quelques acteurs de la finance, le fonds Futur Positive Capital, l'entreprise Coalescent qui a créé un système de microfinancement d'accession à la propriété. Donc ce sont des acteurs qui sont sur différents domaines, la santé, la démocratie, l'énergie, l'éducation, la mobilité. Et à côté, donc ça représente 10% de notre activité. Donc nous, notre job, c'est de faire en sorte que ces projets prospèrent, rencontrent des clients, s'accélèrent et des interactions fécondes entre eux, alors entre toutes ces startups, mais également avec des acteurs publics. L'équipe du gouvernement qui porte la politique French Impact, par exemple, est chez nous, et également des chercheurs. Et à côté, 90% de notre temps, et c'est là qu'on arrive sur le sujet de la finance, on conçoit des programmes d'innovation verte qu'on va proposer à des acteurs corporate, et au gouvernement, à d'autres acteurs publics, nationaux, internationaux. Et le plus gros secteur sur lequel on intervient, sur lequel on fait plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est celui de la finance positive.
Alors, les méthodologies qui sont derrière, vous les connaissez, c'est de l'intrapreneuriat, des ateliers de transformation, des programmes où on crée des rencontres entre des acteurs divers et variés, mais la finalité essentielle, en fait, elle a été rappelée par le président Barroso quand il a utilisé l'expression « élargir le problème ». Donc nous, la vision qu'on a sur le sujet de la finance positive, alors on utilise le terme finance positive parce qu'on n'est pas uniquement sur la finance verte, même si bien évidemment c'est la partie la plus importante. On va également sur tout l'enjeu d'orienter le financement dans toutes ses facettes vers l'impact social, en fait vers l'impact positif de façon très très générale. Et on met dedans aussi l'accompagnement de la transformation des acteurs de l'asset management, de la finance, de la banque, de l'assurance, les aider à se transformer dans leur organisation, dans leur service, pour tendre vers cette finance plus positive. Un exemple concret, créer de toute pièce une business unit qui, au sein d'une banque, sera adaptée à des handicapés. Mais quand même, l'essentiel est sur l'épargne, la finance durable. Nous, la conviction qu'on a, c'est, alors certes, c'est vrai, c'est un marché qui est amené à se développer. Il y a beaucoup de buzz, des labels ont été mis en place au niveau international et au niveau national, l'ISR, l'ESG. Des sondages montrent que tous les épargnants, les citoyens en ont envie, veulent y aller. On a des grandes déclarations d'intention des institutionnels, BlackRock, etc. Mais en réalité, tout ça progresse très très vite. On est très très loin de l'enjeu d'urgence évoqué par Aurélien. Donc nous, on trouve ça nous interpelle. Donc, sur ce constat-là, on conçoit des programmes qui durent environ 1 an. On va immerger des acteurs de la finance, peut-être certains qui sont là ici, enfin, il y en a certains qui ont été impliqués dans ces projets-là, au sein de collectifs multi-acteurs, où on va trouver du corporate, de la start-up, alors 2 types de start-up, des start-up qui vont apporter des compétences technologiques transverses de type intelligence artificielle, blockchain, data, et des start-up qui seront déjà experts du domaine, des chercheurs, donc on travaille beaucoup avec la sphère académique, et puis des acteurs publics. Donc sur les programmes qu'on a en matière de finances positives, la Direction Générale du Trésor, l'AMF, la CPR, ou d'autres acteurs plutôt dans le parapublic comme le Fonds d'investissement responsable ou l'Association française de gestion qui ont un rôle dans le retail, sont impliqués dans ces programmes-là. Et là, alors qu'est-ce que va-t-on faire ? On organise cette rencontre entre tous ces acteurs. On va jouer sur l'hybridation entre la sphère publique et la sphère privée d'un côté, mais on va également utiliser la fertilisation croisée entre d'un côté des compétences plutôt technologiques, économiques, et de l'autre des compétences plutôt en sciences humaines et sociales, pour avoir des idées et puis surtout prototyper, mettre en œuvre tout ça. Alors, par exemple, sur votre sujet, donc, il y a quelques mois, donc, il y avait des journées où on avait réuni plusieurs dizaines de conseillers en gestion du patrimoine, des épargnants, des acteurs de l'asset management, les acteurs que je viens de citer, donc des chercheurs, des designers, des acteurs de la banque, de la finance, et pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui explique en fait cette lenteur dans le développement du marché, avec derrière peut-être cette conviction que l'industrie de la finance est une industrie qui a peut-être sous-investi dans la connaissance de ses clients, de son marché. Alors je vous le dévoile, moi je dirige cette entreprise depuis 1 an et demi, mais avant je travaillais pour la Direction Générale du Trésor, donc j'étais un peu du côté du régulateur. Et j'ai pu comparer les pratiques de différents secteurs d'activité. Et par exemple, la sociologie de l'épargnant, peut-être qu'on pourrait faire un petit peu plus. Il y a une expression qui est dans l'air du temps, qui est celle des millennials, qui est très prometteuse. Si on veut réussir la conversion, il va falloir que cette population-là, très rapidement, adhère à l'offre qu'on va lui faire de produits financiers. Est-ce que l'ensemble du secteur a réellement investi suffisamment dans la connaissance de ces millennials pour proposer une offre adaptée et surtout pour modifier les méthodes, la façon dont on fait la distribution de cette offre financière. Voilà. Mais il y a peut-être des choses à faire. Donc on organise, nous, la rencontre entre tous ces acteurs pour accélérer cette réflexion-là, en sortir des idées qui après sont mises en œuvre concrètement, c'est-à-dire que le modèle économique de tout ce qu'on fait, alors on n'a aucune subvention, on est dédié à des défis de politique publique, mais à des défis de société, mais on fait tout ça sans argent public, hein, c'est acheté, y compris quand le gouvernement vient. Et après, donc, le modèle économique de tout ce qu'on fait prévoit la mise en œuvre concrète. Donc, s'il faut recruter des gens, créer une business unit, créer une start-up, on le fait. Avec comme particularité un très gros travail sur la data. Donc on a au sein de l'entreprise, au sein de l'écosystème, beaucoup de talents tech, donc des data scientists notamment. On a pas mal de compétences sur l'intelligence artificielle. Donc on mobilise cette compétence-là. On la croise par exemple avec un effort
accentué sur la sociologie, mais également sur les sciences comportementales. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits en matière de neurosciences et sciences comportementales qui sont déjà intégrés par pas mal d'industries de services et peut-être pas encore assez par la finance. Et donc, et en travaillant sur la data, sur le prétexte d'avoir à partager toutes les données manipulées par l'ensemble de ces acteurs, on s'en sert comme point d'appui pour faire de l'idéation, pour trouver des nouveaux projets, des nouvelles façons d'améliorer la performance de ce secteur-là. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques semaines, pendant 2 jours, étaient constituées des équipes qui mêlaient des experts comme vous, de la gestion d'actifs, asset management, de la banque, avec des data scientists, des économistes, des chercheurs, et qui pendant 2 jours avaient pour objectif, en étant accélérés, accompagnés par des mentors, des experts, de proposer des solutions qui permettent de mieux lier la compréhension de la performance de l'ESG avec ses sous-jacents que sont ces fameux projets à l'impact social et environnemental que cette finance positive, notamment cette finance verte, est censée financer. Donc là, nous, on investit énormément sur la data pour essayer de trouver, de faire émerger ces solutions-là. Et vous l'avez compris, donc en croisant avec des logiques plutôt de l'univers des sciences humaines et sociales, notamment de la sociologie et de la science comportementale. Et tout ça par rapport au tableau dramatique, mais à juste titre, que tu as adressé, parce que je pense qu'il le faut. C'est assez enthousiasmant parce qu'on voit des solutions émerger. Donc dans notre nom, il y a Living Lab. Donc on crée des terrains d'expérimentation temporaires. Le constat est que quand on croise tout ce petit monde, à la fois l'hybridation entre des autorités, des pouvoirs publics et puis des acteurs du marché, mais également en mobilisant directement les protagonistes qui peuvent être des épargnants ou des conseillers de gestion du patrimoine, en fait, on arrive assez rapidement à imaginer des nouvelles pistes. Voilà. Donc nous, c'est ce qui nous motive et on le fait essentiellement pour votre secteur, on appelle ça le Corporate for Good. On estime que le contexte est très positif. L'ensemble des acteurs du secteur vivent une triple pression. Il y a une attente des clients, qui a été évoquée tout à l'heure aussi, qui attendent de voir émerger cette offre, qu'elle soit plus lisible. Il y a également une attente des collaborateurs donc de votre secteur, avec des enjeux de fidélisation, de recrutement, qui incitent aussi à accélérer là-dessus. Puis enfin, il y a une attente de la société avec des lois qui sortent. Certaines ont été évoquées. Encore récemment, il y a la loi Pacte avec le concept d'entreprise à mission qui est très intéressant. Donc voilà, on s'inscrit dans cette mouvance et on fait en sorte que la technologie à assez haut niveau. Alors quand je dis technologie, je devrais être plus précis parce qu'il y a beaucoup de mots à la mode. On est essentiellement sur la blockchain, l'intelligence artificielle, la data. Et que cette technologie puisse servir l'accélération de l'émergence de ces nouveaux produits financiers au service de la finance verte et puis un petit peu plus largement également la finance durable qu'on appelle la finance positive. Donc voilà un petit peu, donc c'est vrai que on a une nouvelle typologie d'acteurs dans ce paysage-là, on n'est pas encore très très connu. Tout ça est très concret, on est un petit peu des artisans de l'élaboration de nouvelles solutions innovantes, avec donc cette conviction que le croisement entre les compétences des experts académiques, des experts industriels, mais également de la sphère politique et puis des citoyens ou des clients, permet, si on a les bonnes méthodes, de faire émerger des pistes intéressantes. Merci beaucoup. Merci à tous.